Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 126. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Trop contente de vous retrouver, surtout parce qu'aujourd'hui, on a au menu un épisode avec une personne que j'adore suivre, que j'adore lire, que j'adore entendre parler, et j'ai nommé Jasmine Twitou. Ça fait plusieurs... Est-ce que ça fait plusieurs années? En tout cas, ça fait un petit bout quand même que je suis Jasmine. Elle a participé à des événements comme le Festival Web de la création de contenu, mais aussi un des événements que j'avais organisé en 2022. Ouais. 2022, Money, Power, Respect, et je trouve que vraiment c'est une des rares personnes qui a le courage d'adresser des questions qui sont parfois lourdes, des questions qui sont pleines de nuances, et elle le fait avec aplomb et aussi sensibilité. Puis ça, je trouve que ça manque cruellement dans le monde beige et vanillé dans lequel on évolue. Et c'est ça, j'avais envie de discuter avec elle parce qu'elle évolue aussi dans une sphère de pratique assez proche de la mienne. Hein. Elle travaille avec le personal brand, elle travaille avec le copywriting, avec le storytelling. Et en plus, elle a aussi toute une historique, tout un bagage théorique comme moi, en littérature, en philosophie et dans ce genre de recherche-là au niveau des discours qui sont à la base, dans le fond, de nos façons de penser, de réfléchir et de faire entre nous au niveau social. Donc, qui est Jasmine Twitou? C'est une entrepreneuse qu'on pourrait qualifier d'engagée, selon son propre terme. Elle est marketeuse et se passionne pour le storytelling, le copywriting et le personal branding, comme je vous ai nommé. Et aussi, je vous encourage, là, avant même d'écouter l'entrevue, si vous la suivez pas déjà sur LinkedIn, d'aller vous abonner. Elle a aussi une infolettre que vous pouvez suivre et dans laquelle elle parle autant de son histoire, mais aussi de comment ça s'intègre dans sa pratique d'entrepreneuse, de freelanceuse et dans ses aventures, dans le fond, ses aventures de vie qui sont pas toujours roses, mais qui a dit que la vie devait être rose. Donc sur ce, je vous laisse sur l'épisode d'aujourd'hui et on se dit à très vite. Salut Jasmine, bienvenue sur l'Ambition féminin. Comment vas-tu? Merci d'être là. Hello Tatiana, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très heureuse de te retrouver ici. Oui, parce qu'on s'est parlé dans certains cadres dans le passé, comme au FWCC ou dans d'autres contextes. Puis j'ai toujours vraiment du plaisir non seulement à discuter avec toi, mais entendre vraiment ton point de vue. Je lis toutes tes infolettres. J'adore te suivre sur LinkedIn. Donc, c'est ma petite déclaration d'amour en début d'épisode pour te dire que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ta personnalité, ton contenu et tout ce que tu proposes au monde. Alors, j'aime toujours commencer mes entrevues avec une de mes questions brise-glace. Puis ma question brise-glace pour toi, c'est j'aimerais ça savoir pour toi le mot ambition. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Ou est-ce que c'est un mot que t'aimes ou que t'aimes pas? Ou comment tu le définis? Je crois que c'est un mot que j'aime, mais qui peut vite devenir douloureux si j'y pense trop, parce que dans la notion d'ambition, il y a la notion d'un but à atteindre. C'est pas parce qu'on a de l'ambition qu'on peut y arriver. Et je pense qu'il y a un petit peu cette notion, le risque de l'échec peut-être, ce dont j'ai peur. Parfois on se dit j'ai pas beaucoup d'ambition, plus j'abaisse mon ambition,
plus je suis sûre de pas être déçue, quoi. Les Mhm. ambitions, c'est comme les attentes, que ça soit dans le travail, dans l'amour, dans la vie. Avoir des ambitions, avoir une ambition ou des ambitions, c'est avoir certaines attentes. Et parfois, par protection, l'humain va se dire non, moi, j'ai pas. Inconsciemment, on va abaisser Mhm. nos ambitions, notre, notre champ des possibles pour éviter le risque qu'est la déception. Tout à fait. Puis sachant ça, est-ce que tu te considères quand même quelqu'un d'ambitieuse? Parce qu'il y a une notion quand même de rêve et d'expansion aussi dans cette... Bien sûr, ouais, je pense que je suis très, très, très ambitieuse. Euh, ouais, je pense que je suis très ambitieuse, que j'ai toujours fait en sorte de rester déterminée de par mon histoire familiale, qui fait que, ben, effectivement, je me devais d'avoir de l'ambition si je voulais sortir de ma situation originelle, quoi, celle de ma famille. Mhm. Donc ouais, je suis quelqu'un de très ambitieux, euh, mais j'essaye de pas me mettre la pression. C'est un peu dur parce que j'essaie tout le temps d'être partout tout le temps. Et je regarde un peu des trucs sur LinkedIn où les gens disent bah moi je mets pas de réveil tout ça et moi je dis bah, je vais essayer mais en fait c'est une catastrophe. Non, je crois que je suis ambitieuse. Ouais, non, je crois que je suis. En fait, la réussite c'est beaucoup une histoire de chance. Donc il y a des gens parfois qui sont même pas très ambitieux et ils sont juste au bon moment, au bon endroit. Mais je crois que moi j'avais pas. Je dirais jamais que j'ai pas eu de chance parce que ce qui fait la différence entre un business qui fonctionne et un business qui fonctionne pas, moi je suis sûre et certaine que c'est pas le travail. Euh, et bien que Mhm. c'est la chance. Et donc je pense que il y a quand même une partie de moi qui a été assez ambitieuse pour me donner les moyens d'atteindre cette chance. Je sais pas, c'est un peu le bordel là. Tu verras Non, qu'au non, moment où tu vas mais monter, tu vas, tu vas dire qu'est-ce non, qu'elle non, me mais raconte. j'adore ce que tu dis, puis j'adore que tu amènes la notion de chance, euh, parce qu'on n'en parle pas souvent, puis je pense que t'es une de ces personnes qui acceptent aussi d'en parler parce que ça vient parler à toutes les notions de privilège aussi, puis de où on de où on est quand on est mis sur cette terre aussi, tu sais, veut pas, on a des circonstances, puis à quelque part, il y a des chances, puis je pense que c'est là que ça crée une belle jonction avec la conversation sur l'ambition, c'est que il y a des gens qui ont de la chance, mais de par leur manque d'ambition, vont pas la saisir. Mhm, Il y a des gens qui ont certaines opportunités mhm, qui sont peut-être plus rares, mais par leur ambition sont capables mhm. d'aller au-delà de l'inconfort puis de peut-être saisir ces opportunités-là. Bah ouais, je pense effectivement que l'ambition, c'est quelque chose qui est là, c'est un trait de caractère. Mais il y a des moments dans ta vie, qu'on s'en rende compte ou pas, tu pourrais être le plus ambitieux du monde, bah tu auras peut-être très peu d'opportunités, mais les d'opportunités que tu auras, tu les saisiras. Mhm. Et il y a des moments dans ta vie où tu auras peut-être plein d'opportunités, mais tu seras tellement euh, peu ambitieux. Après, c'est Blasé quand un même peu, ouais. blasé, ouais. Après, c'est quand même difficile parce que la plupart du temps, quand on vient d'un monde où on a plein d'opportunités, qu'on soit ambitieux ou pas, au bout d'un moment, c'est presque ça te tombe sur le coin de la tête, quoi. Fallait que tu le Ouais, fasses. le monde te Il te pousse dans cette pousse. direction-là, puis t'es comme, faudrait vraiment que j'aie zéro inertie pour, pour Exactement, aller dans exactement. cette direction. Ouais, je comprends ce que tu Mais veux c'est dire. vrai que même la chance, ça se provoque. Moi, je pense qu'on provoque sa chance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la chance. Après, ça dépend de quelle chance on parle. Par exemple, être valide physiquement ou psychologiquement, c'est déjà une énorme chance. Mm. Donc les gens qui disent ouais, mais c'est parce qu'elle se bouge pas le cul, mais enfin tu sais pas comment elle est psychologiquement actuellement. C'est facile de dire Mhm. ça lorsqu'on est valide. Euh, la chance, ça se provoque quand même, mais c'est pas toujours évident, mais ça se provoque. C'est-à-dire que, par exemple, si on te propose une soirée, t'as la flemme et qu'on te dit ouais, mais il y aura, bon, ça peut être vu comme de l'opportunisme, mais moi je pense qu'on fait avec les, non mais je suis désolée, moi je pense qu'on fait avec les armes qu'on a et que voilà. Mais il y aura telle personne et je pense que cette personne elle est bien pour ton bise ou pour ton réseau ou vous pouvez avoir des putains de synergies entre guillemets. Mhm. Et ben là c'est saisir sa chance que de se bouger le cul et d'y aller. Mm. Je pense que la chance c'est beaucoup aussi une histoire de rencontre Mm. Mhm. et ça nous appartient. J'adore. J'adore ça, puis justement, parlant, ben, je sais pas comment tu le vois, puis c'est vraiment le but de ma question ici, parce que veux pas, on te connaît comme étant une storytelleuse, comme quelqu'un qui
fait son nom dans ce domaine-là. Puis parlant de rencontres, les histoires sont tellement des lieux où on peut créer ces opportunités de rencontres, j'ai l'impression. Puis j'aurais aimé entendre peut-être ton... Comment t'en es arrivé à faire de... Puis est-ce qu'on appelle ça une méthode? Est-ce qu'on appelle ça juste du marketing? Est-ce qu'on appelle ça juste faire de la business ou créer des rencontres? Comment a été ta rencontre avec le storytelling, en fait? Et comment est-ce que t'en as fait ton champ d'expertise? Ma rencontre avec le storytelling, je crois que ça... Alors moi, je distingue beaucoup le storytelling qui est, comme on l'entend par rapport à mon travail, donc purement du marketing, du storytelling qui est le fait de monter une histoire. Je crois que j'ai toujours été très littéraire, j'ai toujours été attirée par les histoires. J'ai compris très très jeune que c'était ce qui nous faisait ressentir des choses, des émotions, qui nous apportait aussi des morales. Moi, j'ai été très fan de La Fontaine. Donc et puis j'écrivais beaucoup et j'avais un petit monde à moi, un monde intérieur, et je le retrouvais dans les histoires. Je suis une très grande littéraire, j'ai toujours écrit. Puis je suis aussi, je m'en suis jamais cachée, un petit peu une écorchée vive. Donc c'est dans les mots, notamment dans le rap aussi. D'ailleurs, j'ai un post qui va sortir sur ça. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais j'ai un post sur à quel point le rap, à quel point les rappeurs sont des putains de storytellers. Mais c'est dans tout ça que je me suis rapprochée de l'écriture, notamment dans mon contexte familial, qui faisait que je me rapprochais de l'écriture, de la lecture. Ma mère, elle a pas fait d'études, donc c'était important pour elle que moi j'en fasse. Donc elle m'emmenait tout le temps à la bibliothèque, j'avais des tonnes de livres, j'ai toujours lu. Puis après mon bac, je me suis rendu compte que je voulais à tout prix faire des études de lettres. Et donc j'ai fait une licence de littérature. Donc effectivement, là, ça a été l'amour fou, la notion de philosophie, de faire du sens, parce que les gens pensent que le storytelling, c'est un truc de marketing, mais en fait, non, le storytelling, c'est un truc d'humanité. C'est-à-dire que on fait société, on fait humanité, on fait monde par les histoires. Donc on peut mettre le mot storytelling, utiliser des anglicismes et jouer la Startup Nation. Enfin, en vrai de vrai, les histoires, c'est partout tout le temps. D'ailleurs, je suis même en train de t'en raconter maintenant. Et donc, en fait, c'est quand j'ai fait de la littérature, je me suis rendu compte du pouvoir des histoires, de ce qu'elles faisaient passer en termes de morale. Et en fait, vu que je voulais pas être prof de français au moment de choisir mon master, je me suis dit, j'ai encore envie de faire de la littérature, mais si tu fais un master de lettres, tu vas être dans la merde. Parce que si tu veux pas être prof, ça va être chaud. Et donc, j'ai fait 2 masters et j'en ai fait un autre de marketing et management à l'IAE Lyon. Et en sortant de mes études, je me suis dit, donc j'ai fait mes recherches parce que c'est les métiers de copywriter, etc. Là, il y a une grande expansion, mais il y a 2-3 ans, enfin, peut-être que c'est, mais c'était pas ce qu'on nous apprenait en école, en tout cas. Et en fait, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce qui est le parfait mélange entre tes études de littérature, ton amour des mots, de la philosophie, du sens, des émotions, et puis ton amour de l'entrepreneuriat, du business. Et en fait, je me suis rendu compte que le métier de copywriter, c'était parfait, mais avec un gros axe storytelling. Donc mon travail, en fait, c'est de raconter des histoires, de créer de mettre en exergue les valeurs des business, de créer des missions, enfin, je les crée pas. Les gens viennent avec leurs missions, moi je les sublime. D'aider des entrepreneurs à créer une marque, une histoire de marque, une histoire même d'entrepreneur, donc avec du personal branding. Et c'est comme ça qu'est arrivé mon amour du storytelling. En fait, ça a été mon amour de la littérature et ensuite mon amour du market qui a fait que je me suis orientée dans ce métier-là. On a tellement des histoires similaires ou des points. Tu sais, pour moi, ça a toujours été ça aussi quand les gens me disaient je sais pas vendre ou je sais pas. Puis c'est comme non, mais quand tu connectes avec une autre personne, puis que tu connectes avec ses émotions, ses ressentis, c'est la même chose qui arrive que quand tu te laisses envelopper par justement un récit ou une poésie ou même un univers littéraire dans lequel soudainement les repères changent complètement, tu sais.
c'est plus tes repères à toi, si bien que tes repères te permettent de naviguer ce nouvel univers et les histoires des autres deviennent ces nouveaux univers qu'on arrive à naviguer aussi. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je Je ressens pense le que, lien avec l'histoire aussi. je pense que quand tu parles d'univers sur lesquels on arrive à naviguer, en fait, tu parles d'identification. Je pense qu'en fait, plus les histoires, les storytelling sont bien fichus. En fait, moi, je dis toujours, si ton storytelling ne parle à personne, enfin, s'il ne parle qu'à toi, c'est que c'est pas un storytelling, c'est un journal intime. Si tu Mhm. veux que ça parle qu'à toi, ben, tu ouvres ton carnet et t'écris pour toi. Un storytelling, ça doit fédérer. Bon, ça peut être, parce que ça fédère, bah, forcément, c'est aussi clivant. Parce que l'humanité, on ne pense pas tout blanc ou tout noir. Donc, forcément, si tu fédères avec ça, si tu arrives à faire groupe avec certaines personnes, fédérer autour de ton histoire avec certaines personnes, c'est que forcément, bah, avec d'autres, ça va pas marcher. Mais c'est le jeu. Mhm. Et je pense que ça aussi, c'est important de se dire que, et c'est ça dont tu parles quand tu dis oui, ce que je ressens avec l'histoire des autres, c'est qu'en fait, tout simplement, tu t'identifies. Tu vas être attiré par les gens par lesquels lesquels tu peux t'identifier. C'est très drôle. Mais tu l'as dit, à un moment, je suis partie en petit bouec à l'hôpital Mhm. psychiatrique, enfin en clinique. Et tu sais, Diams, qui est une artiste juste Mhm. fabuleuse, Mhm. euh, elle a écrit pas mal d'ego trips, mais même dans ces ego trips, les gens, alors que les ego trips, bah, là-bas, c'est juste de parler de soi, bah, les gens se sentaient concernés. D'ailleurs, c'est ça qui fait la réussite de Diam, c'est qu'en fait, tout ce qu'elle disait, ça faisait écho chez les gens, en tous les cas, qui sont encore fans d'elle. Euh, et ça, c'est Rimbaud il dit je est un autre. C'est-à-dire j'e est un autre. Sous-entendu, même lorsque je parle de moi, je parle des autres. Et tu vois, en clinique psy, bah, les gens qui sont là, ils ont tous un parcours assez parfois compliqué, même si on peut être là pour burn-out ou quoi, mais c'est quand même des gens qui, voilà, ont souffert ou souffrent. Et c'est drôle parce qu'en fait, quand j'ai mis Diams, tout le monde s'est levé en mode oh là là, je suis trop contente. Et en fait, je me suis dit, c'est pas pour rien que Diams, elle fédère dans une clinique psy, quoi. C'est que la plupart de ses sons, bah, tournent enfin, elle parle pas mal de maladies mentales, de pression à la réussite, de dépression, de bipolarité. C'est ce qu'il l'avait diagnostiqué. Et en fait, j'ai trouvé ça trop drôle que dans un lieu en clinique psy, bah, en fait, tout le monde connaît Diams et que tout le monde chante ses musiques, donc c'est son histoire, alors que c'est pas notre histoire, mais on arrive à connecter à cette histoire. Et je me suis dit, en fait, euh, le rap, enfin Diams ou d'autres, enfin le storytelling, c'est vachement fédérateur, mais ça peut aussi être un peu répulsif, comme on dit dans le marketing répulsif, dans le sens où je suis sûre que si j'étais allée dans un autre lieu avec d'autres personas, entre guillemets, et que j'avais mis Diams, la moitié des gens seraient retournés en mode, mais qu'est-ce que c'est mauvais et tout. Donc en fait, cette connexion que tu ressens, c'est juste parce que ces histoires et cette personnalité et ce personal branding, parce que les stars aussi ont un personal branding, bah, te parlent, tout simplement. Et donc, ton histoire se mêle à la sienne. J'adore que tu aies apporté ces deux choses-là, puis t'as parlé d'un genre de storytelling répulsif, puis je veux qu'on Mm. revienne là-dessus. Puis il y a une autre chose aussi qui me parlait au niveau de, quand tu dis l'identification, et étant moi-même quelqu'un qui a fait une maîtrise en littérature et qui a décidé de dédier autant d'années de sa vie à explorer ces univers-là, je pense il y a une caractéristique des personnes qui travaillent dans ces milieux-là, comme moi, comme toi, comme d'autres, qui est j'accepte aussi de m'identifier dans un absolu qui est pas nécessairement relié à moi-même, tu sais, dans cette humanité qui va au-delà, genre, de moi. Et je pense que ce skills ou cette aptitude-là, c'est quelque chose que si quelqu'un veut apprendre à faire du storytelling, il doit être capable de sortir, tu sais, je est un autre, de sortir du soi pour dire, mais même dans l'identification que je suis capable de faire aux autres, je vais être capable de euh, transposer cette identification, peu importe par où je vais, tu sais, peu importe la porte que je vais ouvrir, tu sais, parce que c'est sûr qu'on s'identifie par rapport à ce qu'on a été capable de vivre ou voir, mais ce que la littérature nous offre, selon moi, c'est ces possibilités de s'identifier au-delà de ce que
on aurait même cru être nôtre. Ouais, Je sais pas, en ça fait, te parle-tu? en fait, la littérature nous force à sortir de nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Mhm. En fait, ça dépend. Euh, Quelqu'un qui a une imagination débordante, un créa, il trouvera toujours le moyen de trouver un lien entre une histoire qui n'a rien à voir et lui. C'est-à-dire qu'il va aller trouver Mhm. dans les détails un truc où il va se dire ah ouais, ça me fait penser à moi. Moi, je sais que la littérature nous fait sortir de notre corps, mais tout en nous créant toujours un lien. En fait, qu'on se le dise, aucune histoire est unique. Tu peux même être à l'autre bout du monde, à 1000 kilomètres de moi, avoir le double de mon âge, être blanc, cis, het, qu'on aura quand même un... Si je cherche dans ton histoire, je trouverai quelque chose, de par déjà notre humanité, qui nous lira. Même avec quelqu'un, un gros mec de droite, un gros faf, je suis sûre que si je cherche, je trouverai quelque chose où je peux m'identifier. Mais je te l'accorde, la littérature nous fait sortir de nous-mêmes et nous apprend notamment à être empathique et à imaginer l'autre. Moi, je sais que ce qui m'a le plus fait sortir de moi-même, c'était pas tant de lire des textes, parce que comme je t'ai dit, avec mon imagination, Mhm. j'arrive à m'identifier à tous les textes. Moi, ce qui m'a fait sortir de mon corps et qui m'aide beaucoup pour le copywriting, c'était ces putains de dissertations, thèse, antithèse, synthèse. Tu vois, ce truc-là où t'as une problématique, et moi je pense oui, laisse-moi tranquille, je veux juste penser oui, et là t'as mon prof qui m'a dit, eh ben non, va falloir que tu défendes aussi le non, et qu'ensuite tu me fasses une synthèse parfaite pour dépasser le oui et le non, et que tu dépasses ça, tu vois, tu prennes de la hauteur. Mais ça, moi j'ai kiffé. Mon cerveau, il a jamais été poussé, il a jamais été aussi stimulé qu'à ce moment-là où il fallait que je me mette à la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des problématiques, lorsqu'on me les donnait, j'étais sûre que moi c'était oui et c'était pas non. Et la personne en face de toi elle te dit non, mais en fait tu vas aussi me trouver des arguments pour le non. Et ensuite tu vas dépasser dans la synthèse et ça sera ni oui ni non. Tu vas me proposer un ailleurs, un autre, un dépassement de la problématique. Ça m'a tellement aidé, ça m'aide tellement à, déjà à pouvoir closer, convertir en fait à arriver à convaincre parce que ça m'a aidé à trouver des arguments pour tout, à trouver des arguments à toutes les objections. C'est ça le but. Ça te force, et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un esprit critique. Ça te force à pouvoir entendre l'avis des autres, même si au premier abord t'es pas d'accord. Mhm. Et, Mhm. et moi, la littérature, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'autre et effectivement, à me mettre à sa place. Et, et oui, effectivement, si on fait du storytelling, il va falloir sortir de soi. Mais il y a plein de métiers où il faut sortir de soi et se mettre de côté, notamment le métier de psychologue. D'ailleurs, c'est pour ça que Mhm. moi, je dis toujours que les meilleurs copywriters sont des psychologues de formation. Mhm. Déjà parce que le marketing, c'est de la psychologie sociale, et tout simplement parce que tu dois sortir de toi pour parler à l'autre. Moi, je suis sûre que, Mhm. bon, ça va, moi, ma psychologue à moi, elle est féministe et tout. Voilà, c'est un mec, il est féministe, mais je suis sûre que j'aurais pu tomber sur des gros faf, pas du tout féministe, ultra miso, et pourtant tu es obligé de sortir de toi-même et d'écouter la personne et d'arriver à comprendre son point de vue, du moins si tu es un bon Mhm. psychologue. Mhm. Donc c'est des Mhm. métiers comme ça où tu dois te mettre de côté pour écouter l'autre. Et effectivement, la littérature et la philosophie, pour moi, il n'y a pas meilleure école. Et la psycho. Ouais, c'est une gymnastique mentale que pas beaucoup de gens acceptent de vraiment s'abandonner à ce genre de travail. Hein. C'est quelque chose, ben, pas beaucoup de gens. Je pense que de plus en plus maintenant, on parle de marketing comme de la psychologie ou comme ce genre de gymnastique, mais je pense que les gens, souvent, ils pensent que le marketing, c'est genre des poudres magiques qu'on envoie aux yeux des gens, puis que là, c'est comme, voilà, genre, tu vas maintenant être convaincu tu sais, une genre Mm, d'hypnose, mm, alors mm, mm. que, euh, comme tu le dis vraiment bien, c'est sortir de l'autre, revenir à soi, mais transmuter et aller au-delà de ce que ces deux points de vue gardent comme... puis, ultimement, tout type de création, c'est un peu ça aussi, là, tu sais, c'est genre de sortir de certains cadres pour rechanger les configurations, j'ai l'impression. J'aimerais ça qu'on revienne avec ce que tu parlais au niveau de, marketing répulsif, ou peu importe, genre, je me rappelle plus exactement le terme, parce que
une des questions que je voulais te poser, c'est que dans beaucoup de tes publications, puis c'est quelque chose qui, encore une fois, me parle énormément parce que je trouve que t'as vraiment du guts, comme on dit ici, donc vraiment, tu sais, je sais pas, moi, comment, ça serait quoi la traduction français de France, d'avoir du guts, de l'entre-gens, même si c'est pas vraiment ça que je veux dire. Je crois que c'est avoir des couilles. Avoir des couilles, voilà. Avoir des couilles. Et tu parles de choses difficiles, puis même là, genre dans la conversation qu'on vient d'avoir, t'as parlé de ton séjour en psychiatrie, tu parles de classe sociale, tu parles de prison dans tes textes, genre de l'histoire avec ton père, tu sais, le burn-out, de ta sexualité aussi. Puis moi, j'adore ça, mais c'est sûr que quand on regarde ça de l'extérieur, ça peut avoir l'air qu'on va à l'encontre une espèce d'impératif de bon goût que tout le monde a l'impression que c'est comme « Ah, mais là, si je fais ça, je vais choquer, genre, je peux pas comme parler de cette façon-là de moi-même. » C'est comme si tu viens, genre, pousser les barrières autour de ça puis dire comme « Oui, il y a des choses qui peut-être vont avoir l'air répulsives, mais ça fait partie aussi de ce qu'on est en train de créer. » Puis, j'ai comme une question en deux parties dans le sens, la première, c'est comment tu trouves le courage de show up? Puis, qu'est-ce que tu penses de, grosso modo, je pense que je sais ce que tu penses, de cet impératif du feel good en marketing, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, en étant des femmes qui décident de se mettre de l'avant, de se rendre visibles, puis de, tu sais, de se raconter. Pour le courage de show up, c'est vrai que moi, je dois avouer que c'est plutôt facile pour moi. Je sais pas, je pense que déjà, c'est aussi une personnalité. D'ailleurs, j'ai écrit le fait que j'étais sûrement une introvertie parce que j'ai besoin de me ressourcer toute seule, mais je suis aussi une grosse extravertie parce que j'ai pas de problème à parler de moi. Je suis d'ailleurs, je pense, mon psy dirait que non, c'est faux, que je devrais pas parler comme ça, mais j'ai peut-être un côté un peu égocentrique. Une de mes amies m'avait dit que ma plus grande qualité, c'était ma générosité, et mon plus grand défaut, mon égoïsme. J'adore. Et c'est vrai, je pense que les défauts et les qualités sont intimement liés. Je pense que en littérature, il y a la notion de catharsis. Tu sais, c'est cette notion de, pour l'expliquer aux gens qui sont pas adeptes, c'est cette notion de mettre à distance. C'est quelque chose notamment qu'on voit dans les films d'horreur. Mettre à distance pour se soulager d'une douleur. C'est aussi ce qu'on va faire, par exemple, lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un qu'on a perdu. C'est un petit peu ce truc de créer de la fiction autour d'une douleur pour s'en expier. Moi, je crois que j'ai toujours show up, et je crois aussi que alors ça va faire très peu humble, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave. Je pense que si c'est pas moi qui le fais, je vois pas qui va le faire en fait. Et je pense aussi tout simplement que il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui ont la parole. Je pense aussi beaucoup aux petites filles. J'ai été prof de français, donc je pense beaucoup aux petites filles aussi qui ont besoin d'avoir des rôles modèles. Et je suis désolée, la sexualité, la prison, les avis politiques, tout ça, pour moi, ça fait partie de la vie. Et surtout, moi, je vois pas j'imagine pas ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait la vie perso et la vie pro d'un côté. Après, c'est peut-être parce que j'ai le privilège d'être entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas salariée. Moi, c'était l'enfer pour moi d'être salariée, de devoir cacher tout ce que je suis. En fait, je crois vraiment que la distinction entre vie pro et vie privée, c'est une création du capitalisme. Ça nous permet juste en fait, ta vie privée, tu la gardes à la maison. Comme ça, ta vie pro, c'est tout ce que tu as de plus. En fait, t'es un robot. C'est comme ChatGPT, tu vois. T'es un robot. Quand t'arrives au travail, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas d'émotion. Tout ce qui s'est passé. Ah ouais, puis cette notion de quand t'arrives au bureau, tout ce qui s'est passé à la maison, ça reste à la maison. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique parce qu'en fait, il n'y a pas deux humains. Il y en a un avec ses coups de gueule et ses bonheurs. Il y en a un avec ses réussites et ses échecs. Et moi, je me rappelle quand j'étais gamine, j'avais beaucoup d'anxiété déjà et j'avais pas été diag. Et je me rappelle un jour, j'avais dit à la prof que je me sentais trop mal et elle avait dit quand tu traverses la porte de la classe, tu dois oublier ce qui se passe à la maison. Et moi, j'avais trouvé ça lunaire. Et en vrai, encore aujourd'hui, je trouve ça lunaire. Si j'étais prof et qu'une gamine me disait ça, je lui dirais, c'est faux. Et en fait, je crois que
Je crois que littéralement, je m'en bats les couilles. En vrai, j'arrive à un moment où je m'en bats les couilles. Si ça te va, ça te va. Si ça te va pas, ça te va pas. Si t'avais pas envie de le voir, si pour toi c'est pas bon goût, si pour toi c'est pas propre, et ben tant mieux, t'as raison. Moi, je suis pas propre. Moi, j'aime pas les gens qui sont propres sur eux. Moi, j'aime bien les gueules cassées. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé la perfection très très jolie. Je trouve ça, Mm. ouais, moi j'aime bien les défauts. J'aime bien quand c'est gras, quand ça déborde. Ça m'intéresse pas de vouloir rentrer dans des. En plus, je trouve que la société elle est totalement malade, que les codes de la société sont totalement fucked up. Donc, si je m'éloigne de ces codes, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est pas moi qui suis problématique dans ce monde, c'est les gens. Si parler de prison, de féminisme, de sexualité, d'hôpital psy, ça met mal à les gens qui ne veulent pas travailler avec moi, mais la porte est grande ouverte. Je ne veux pas travailler avec eux non plus. Mm. C'est pas une Mm. histoire de courage. Je crois que c'est une histoire vraiment Mm. de. Je me rappelle quand j'ai fait mon coming out à ma mère, c'était pareil. Les gens me disaient t'es courageuse. Non, je crois pas que je suis courageuse. Je sais juste pas mentir et en fait, profondément, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis Mhm. désolée. Tu vois, c'est Mhm. gras, c'est vulgaire, mais je m'en branle. C'est Non. c'est pas grave. Je vais pas effacer une partie de la. Non, non, non. J'en ai marre que le pouvoir hégémonique, que qui décide de ce qui est propre, qui décide de ce qui est sale, qui décide de qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que pas l'entrepreneuriat, c'est qui a ce pouvoir-là? Moi, je m'en tape. En plus, je considère que je suis une artiste. Et parce que je Mhm. considère que je suis une artiste, ça me donne ça c'est trop cool. C'est qu'en fait, ça me donne un grand champ des possibles. Parce que les artistes, ils font ce qu'ils veulent. Les artistes, ils créent. Et moi, je crée. Je suis une créative. Je suis une artiste. Et si ça se convient pas, bah, c'est que mon art te parlait pas. J'ai comme les images. Ben là, ça va faire super intello, genre. Mais j'ai comme un livre, un poème de Maya Angelou, illustré par Jean-Michel Basquiat. Ben, tu sais, ils ont fait un montage. Là, puis, genre, je sais pas, en t'écoutant, genre, je trouve qu'il y a comme cette. Il y a Libéré. comme. Pourquoi l'oiseau en cage ne chante pas? C'est ça? C'est celle-ci? Il De est en Maya anglais, Angelou? il est en anglais, mais je pense que c'est sur la peur. Et I'm not afraid of this at all. En tout cas, genre, ça répète toujours cette phrase-là. Puis c'est Ah, c'est la intéressant. vie ne me fait pas peur. C'est ça, la vie ne me fait pas peur. Et c'est très, très beau comme livre. Puis en t'entendant parler, je vois. Je sais pas, c'est l'image qui m'est venue. Je voulais juste le mentionner, puis pour que Ouais. les gens ils veulent regarder un peu si cette. Mais en plus, je suis très fan de Basquiat. Je, Ouais. je crois aussi que, ouais, je crois aussi vraiment qu'accepter sa part ouais, accepter d'être une artiste, et ben c'est avoir beaucoup moins peur du regard des autres. Parce que les artistes, ils sont pas compris par tout le monde. Vous voyez, moi, je m'en fous. Il y a un poème de ouais, l'Albatros. Je crois que c'est Mhm. Baudelaire. Baudelaire, ouais. Il est juste incroyable. Et en fait, moi, quand je le lis, je me sens super concernée. Moi, je le trouve fabuleux, fabuleux ce poème. Et en gros, ce poème, c'est sur un petit peu, c'est un truc un peu sur les poètes prophètes. Tu sais, ces gens Mhm. qui, Mhm. qui font bouger les choses. Et il y a une phrase, il y a un vers qui dit clairement, il faudrait que je le relise, mais parce qu'il est sublime, mais il dit ces grands ailes, ces grands. Putain, je vais te trouver Mhm. la phrase, mais en gros, ces, ces ailes de géant m'empêchent de marcher. Mhm. Et en Mhm. fait, je trouve que cette phrase, elle est fabuleuse. Enfin, ce vers, il est fabuleux parce qu'en fait, ces ailes de géant dans un autre lieu avec d'autres personnes, bah, c'est sa plus grande force. Ça lui permet de voler, ça lui permet d'aller loin. Mais entouré d'un autre contexte, bah, d'êtres humains dans ce bateau, parce que ça se passe dans un bateau, et bah là, ça l'empêche d'avancer. Et moi, je crois que c'est ça, hein. Je pense que ma créativité, entourée des bonnes personnes dans le bon moment, au bon endroit, c'est ma plus grande force. Et je crois que parfois, elle m'empêche de marcher lorsque je suis avec des gens qui essayent d'étouffer ça et qui veulent que je rentre dans leur startup nation, establishment, dont je m'en Mhm. bats les couilles. En fait, c'est juste que LinkedIn, c'est la Startup Nation BCBG blanc. Et donc, forcément, là-bas, mes ailes à moi ont l'air de m'empêcher de marcher. Mais c'est juste là-bas, quoi. Mais en même temps, tu récupères aussi tous les autres Ouais. albatros
qui se, Exactement. qui se reconnaissent aussi dans ton parcours, puis tu bâtis tes communautés de cette façon-là. Fait qu'en même temps, il y a quelque chose de, j'ose pas dire stratégique parce qu'on vient de parler d'art puis de toute cette poésie-là, mais il faut aller récupérer ces gens-là à quelque part aussi parce que eux aussi, ils se sentent euh, pris à la gorge par l'establishment, comme tu dis, toutes ces espèces d'injonctions. Faut que tu te lèves à 9 heures, que tu ailles faire ton 8 heures de travail, ramasse ton chèque de paye, puis Mm. essaye de rêver à une retraite dorée à un moment donné, mais euh, Mm. ouais. Bah oui, et puis moi je pars toujours de la base que si j'existe, même si j'aimerais me dire que je suis unique, non, c'est pas le cas. Si j'existe, c'est qu'il y en a plein d'autres qui pensent comme moi et qui sont tout proches de moi. Moi, c'est pour ça que je travaillais beaucoup avec des femmes, enfin, je travaille qu'avec des femmes et avec des minorités notamment. Et, et je me rends compte que, en fait, il y a tellement de personnes qui ont des avis tellement tranchés et qui ont peur de les dire. Je sais que, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un, une de mes clientes, qui a mis un moment pour me dire que oui, elle voulait s'adresser aux Black Owned. Tu sais, les marques, je sais pas comment on Mhm. pourrait traduire ça en France, marques tenues par des personnes noires pour la France, et je lui ai dit, ah ouais, mais t'en parles pas, je le vois nulle part dans ta stratégie de contenu. Ouais, mais je n'osais pas. Ah ok. Mais donc c'est pour ça que je suis attirée par ton travail. Et si les gens viennent à moi, c'est il y a ce besoin de sortir des sentiers battus, il y a ce besoin de sortir euh, de ce truc très propre, très lisse, où on attend. Ouais, non. Je crois que Puis je suis vraiment, que j'ai. je suis curieuse, est-ce que avec ces personnes-là, par exemple, tu les aides à sortir de leur cadre ou tu reprends leur message pour le sortir vers quelque chose d'autre? Tu sais, est-ce que tu fais les deux en ce moment dans tes prestations? Parce que je sais que tu coaches des entrepreneurs pour trouver leur voie, leur story, puis tout ça. Mais est-ce que, par exemple, tu sais, cette personne-là, tu dirais comme, regarde, moi, je vais genre te l'écrire ton Non, message. j'écris pas, mais j'accompagne les personnes à écrire leurs messages et leurs promesses. Et par exemple, effectivement, je vois que moi je dis que quand on tourne autour du pot, on tortille du cul, et ça m'arrive aussi, hein. Mais ce que je vais essayer de faire avec mes coachés, c'est de leur dire bon, c'est bon, on va arrêter de tortiller du cul, on va le dire de façon on va le dire de façon très correcte. Mais je veux quand même Mhm. voir quelque part où tu me parles des Black Hounds. Tu peux pas me dire que tu t'adresses aux Black Hounds et quand je suis sur tes réseaux, je vois pas ça. Donc en fait, je Mhm. vais accompagner les gens non pas à changer de cible ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce que je fais la plupart du temps par rapport au storytelling, à la vision, à la mission, euh, on cible encore plus. Moi, je suis pas dans les trucs de niche. Je me niche Mhm. pas. Par contre, Mhm. effectivement, je pense qu'il y a des gens avec qui tu dois travailler et d'autres avec qui tu dois pas travailler. J'ai une copine à moi qui derrière qui m'a fait si peut se nicher parce qu'elle est fan de la niche. Mais et moi je me niche pas, mais je pense que notre message, plus il est clair, plus il va être impactant et plus il va être impactant, plus il va être fédérateur ou clivant. Et donc on revient au marketing répulsif. Donc ouais, ce que Ouais. je vais leur apprendre à faire, euh, c'est d'être à l'aise avec son marketing répulsif. Faut arrêter de J'adore. me faire croire que tout le monde a envie de travailler avec tout le monde. Non, arrête s'il te plaît. Non, C'est moi je tellement le crois pas à meilleur ça. tagline, genre, je t'aide à à être vraiment meilleur avec ton marketing répulsif, tu sais. C'est tellement bon comme terme. Euh, est-ce que, bon, puis naturellement, ben, il y a une grande dose de vulnérabilité autour de ça, hein, tu sais, dans le storytelling répulsif, à quelque part, il y a ces choses qu'on veut pas montrer, parce que on croit ou on a l'impression, ou des fois on a raison de savoir que ça va choquer les autres. Est-ce que pour toi, tout se montre, tout se dit, et est-ce qu'il y a Mm. des choses qui vont trop loin? Puis si oui, comment un, aides tes clients à mettre leurs limites ou à trouver où sont leurs limites? Ou même avec toi-même, est-ce que pour toi, il y a des limites que soit tu avais posées dans le passé puis que tu as réussi à dépasser, ou il y a des comme hard limits où c'est juste comme non, ça, on touche pas à ces conversations-là où on n'y touche pas. Puis... Euh, Euh, je pense qu'on peut parler de tout, mais je pense qu'il faut que ça ait du sens. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, je peux avoir cette notion d'art, je peux avoir cette notion littéraire, je reste quand même une marketeuse, donc il faut quand même que ce soit un petit peu stratégique. Si tu me parles de quelque chose pour me parler de quelque chose, mais que ça se ressent pas du tout,
je sais pas, si tu me dis que t'es écolo, mais que t'as un putain de business de minage de crypto de je sais pas quel pays africain, je vais te dire au bout d'un moment, ouais, non. Faut quand même que les valeurs soient alignées avec le personal branding et aussi avec les offres et aussi avec le business. Donc on peut parler de tout, encore faut-il que c'est du sens. Parler pour parler, ouais, non, je suis pas sûre que j'accroche. Euh, et pendant très longtemps, je sais pas. J'ai deux avis parce que un jour j'écoutais le podcast d'Alex Martel et elle parlait du fait qu'on peut raconter, qu'on peut parler de tout, mais qu'il faut plutôt parler des cicatrices et pas des blessures. C'est-à-dire qu'il faut être passé à autre chose pour pouvoir parler de quelque chose. Par exemple, Je parlais de ça, je sais pas si c'était mon podcast ou c'était celui d'Alex, mais je sais que j'avais un épisode là-dessus. Mais bon, je le mettrai en lien aussi. bah peut-être que vous avez parlé du même sujet. Parce que ça, c'est un sujet aussi, dont aussi, Ouais. c'est à ça que je voulais venir, Léna Merfouf, donc Léna Situation. Elle est connue au Canada un peu ou pas du tout? Non, mais je sais pas si c'est toi qui m'as parlé d'elle, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé d'elle vraiment, vraiment récemment. Oui, j'ai fait un post sur elle aujourd'hui. C'est peut-être ça. Non, non, ça fait quelques semaines que là, j'ai découvert qui était cette personne, puis j'étais comme, OK, intéressant. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a deux écoles. Et je pense que c'est pas du tout la même chose. Ok, d'accord, vas-y, faut pas que je perde ça, parce que c'est intéressant. En gros, Alex disait, c'est cool de parler des cicatrices, mais pas de parler des blessures, parce que les blessures, on est encore trop vulnérables. Ok. Léna Situation, dans un de ses podcasts, disait, il y en a marre qu'on parle que des cicatrices, parce qu'après, on en parle toujours quand on est passé à autre chose, et donc ça parle pas aux gens qui sont en train de le vivre. Ça serait cool de parler de ce qu'on vit quand on est en train de le vivre, même quand on n'a pas encore trouvé la solution. Et je crois qu'en fait, dans ça, il y a juste deux positions différentes. D'un côté, il y a la position d'une chef d'entreprise qui peut parler de ses échecs, mais qu'il faut pas non plus qu'elle soit trop bouffée par ses échecs et que ça la prenne pas à la gorge, sinon elle va pas pouvoir en sortir. Donc c'est pour ça que au début j'ai pensé comme Alex et qu'il peut m'arriver de penser comme Alex. Mais les créateurs de contenu sont aussi des influenceurs, même si c'est des mini-influenceurs. Et je pense que Léna Situation, sa pensée, c'est plutôt la pensée d'une influenceuse, où on va essayer d'adhérer à 100% avec quelqu'un qui va nous aider à avancer. Je crois que moi, avec mes clients, on essaie vraiment de choisir, avec mes patients, j'allais dire. Tu coupes, hein, c'est trop bizarre. Avec mes clients, on essaie vraiment de choisir où sont les limites. Il m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me racontent des choses qui, pour moi, n'avaient pas de sens dans leur storytelling et je leur ai dit. Mais pour savoir si raconter quelque chose est une bonne idée, il faut juste te dire, ok, là, je l'écris sur Internet, mais si demain je croise quelqu'un en soirée qui me dit, ah, c'est toi qui as écrit le post sur ça, est-ce que je vais être mal à l'aise ou pas? Si t'es mal à l'aise, c'est que c'est une très mauvaise idée. Parce que les gens pensent que sur Internet, les gens derrière ne sont pas des vrais, enfin, on les voit pas. Donc il y a cette barrière. Mais si t'es pas à l'aise d'assumer tes propos en public, dans la vraie vie, in real life, bah, c'est que tu devais pas les mettre dans ton URL non plus, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là. Et concernant moi, mes limites dans ma vie, tu sais, là, je suis dans une période, moi, je suis très honnête, hein, très transparente. Là, je suis dans une période, elle est un peu bizarre. J'ai été très à fleur de peau avant de rentrer en clinique. J'ai beaucoup parlé de moi. Là, pour le moment, j'ai un peu envie de me protéger. Ça aussi, je pense à Alex qui en avait parlé. Elle avait dit elle appelle ça comment, la charge émotionnelle ou le labeur émotionnel, je sais plus. En gros, ça fait c'est cette vraiment penser notion. à mon épisode. Je sais pas si je vais aller écouter son épisode parce que je serais vraiment curieuse, mais. Mais tu sais, c'était dans, comment ça s'appelle, Joyeux Chaos. En fait, c'était lié à son. Ah, ok, c'était dans un. Ok, dans son Donc, membership. ouais, voilà, c'est C'est ça. pas public, ok. Ouais, voilà, c'est pas public, mais tu peux voir avec elle. Je sais que c'est une de tes amies, mais avant de partir à la clinique, je pense que j'ai beaucoup utilisé mon labeur émotionnel pour me mettre en avant, exister, inspirer, insuffler. Et là, au moment où tu me poses cette question, et forcément, bah moi, je suis partisane du fait que les humains changent. Donc, si on se reparle dans ce mois, peut-être que je vais pas te dire ça. Mais là, j'ai moins envie de me mettre toute nue, tu vois. Je suis un peu une tortue qui a envie de re-rentrer dans sa carapace. Mais ça veut pas dire que j'ai des limites ou pas de limites, c'est que là, j'ai envie juste de parler un peu plus de travail, un peu plus de marketing. Et d'ailleurs, je le vois bien hein, dans ma visibilité. Ben, ma visibilité, elle en prend un coup. Les leads, ils en prennent un coup. Mais là, j'ai pas envie de me mettre toute nue. Tu vois, je sais pas. Je suis encore en train de me reconstruire. Ça a été un moment difficile. Euh, L'année 2022, ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi.
là, j'ai un peu envie de garder ma personnalité parce que je suis toujours là, je suis toujours la personne que je suis, mais de plus parler de mon travail que de ma personne Mhm. pour le Mhm. moment. Mais dans 6 mois, ce sera peut-être différent. Ouais, puis je pense que comme tu dis, c'est vraiment correct, puis ça change rien sur ton brand, parce que ton brand est multidimensionnel aussi, et euh, il y a des moments, puis on vit tous des cycles comme ça, puis justement, tu sais, le fait de te protéger un petit peu plus, puis c'est tout à ton honneur de savoir aussi qu'est-ce que tu as besoin dans... Puis on en revient à ce qu'on disait au début, au niveau des rencontres, puis tout ça, parce que veux pas, t'es toujours en train de rencontrer ton public et ton audience à chaque texte ou à chaque publication que tu fais, et on n'est pas toujours dans le même mood pour aller parler à ne Mm, serait-ce que nos amis qui nous aiment le plus ou peu importe, il y a des phases aussi qui sont relationnelles avec notre audience. Puis je pense que ça, c'est intéressant de le mentionner. Puis pour ceux qui écoutent, je vais aussi mettre le lien vers l'épisode que j'ai fait avec Rachel Audissimard où on parlait, elle aussi, elle parle beaucoup avec vulnérabilité de... euh, ben, pour elle, c'est pas nécessairement de la vulnérabilité autre que juste de la documentation de comment elle se sent, euh, où elle a des périodes plus dépressives ou peu importe, puis de juste le mettre là parce que ça fait partie d'elle et de juste assumer aussi que ça, tu sais, comme tu as dit, on n'a pas genre deux parties, genre professionnelles, personnelles, mais que des fois, il y a des périodes euh, où l'un va prendre plus de place que l'autre, comme un peu son grand frère qui protège, ou sa grande sœur qui est comme genre, OK, genre, tu vas aller genre te protéger ou te reposer un peu ouais. dans ton Après, lit. pour être tout à fait honnête avec toi, Tatiana, c'est un truc dont je parle pas souvent, mais pourquoi pas? Euh, Il y a une musique, bon, je vais reparler de Diams, tu l'auras compris, je suis très fan. Il y a une musique de Diams qui s'appelle Feuille blanche, où en fait elle explique dans cette musique à quel point elle est trop bien en amour actuellement, et que vu qu'elle est très très bien en amour, elle va devoir quitter la personne pour retrouver un mec, pour retrouver un connard, parce qu'il y a que dans la souffrance qu'elle trouve l'écriture. Mm. Moi, ça a été mon Mhm. cas pendant très longtemps. Moi, on va pas se mentir, j'écris bien mieux, en tout cas sur moi, parce que sur mon taf, je peux t'écrire ça, que j'aille bien, pas bien. Mais Mhm. j'écris bien de façon beaucoup plus profonde quand mes émotions sont très très vives. Et d'ailleurs, je pense Mm. que c'est le cas de pas mal de personnes. Et en fait, là, je sors d'une thérapie qui m'a tellement, entre guillemets, soignée. Je suis dans un moment un petit peu de renaissance, donc j'ai rien à dire de méchant. Et je sais pas trop Mm. quoi écrire de positif. Et c'est terrible, hein, mais ça donne moins envie, quelqu'un qui a plein de smiles. Et puis en plus, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui a tout le temps de smile, mais j'écris mieux quand je souffre et ou quand j'ai des trucs à raconter sur des choses qui me font mal. Mais là, actuellement, je me suis un peu coupée de ça, des trucs qui me font de la peine, et puis je sors de thérapie, donc voilà. Donc, j'ai moins envie de me mettre toute nue parce que moi, j'écris pour faire bouger les choses, pour transmettre des choses, pour parler de choses dont on parle pas. Et là, si je le ressens pas, bah, je vais pas le forcer. Mhm. Voilà. Mm. Surtout que t'es comme en métamorphose puis qu'une nouvelle version, tu sais, parce que c'était intéressant, j'avais ici comme question, est-ce qu'on se crée un persona de storytelling? Euh, puis pas nécessairement qu'on le crée nécessairement euh, de façon super stratégique et intentionnelle, mais que justement, ben, on cristallise certains éléments identitaires au fur et à mesure que on les adresse dans notre œuvre globale. Tu sais, puis là, on a parlé d'art, on a parlé d'artistes, puis à quelque part, tes publications créent un espèce d'univers, d'opus ou peu importe. Puis que là, vu que tu es en changement, c'est comme si un peu cette identité euh, était en train de se transmuter vers quelque chose d'autre. Tu sais, comme pour toi, Euh, ouais, je sais pas. non, je suis d'accord. Je pense que les humains changent continuellement. J'ai 27 ans. C'est un âge où je me cherche encore. Vouloir avoir toujours le même storytelling, la même entreprise, alors que soi-même, ça, c'est comme vouloir dire à quelqu'un qu'on aime, c'est l'amour de ma vie. Oui, c'est l'amour de ma vie au moment où je pense. Mhm. Effectivement, là, maintenant, à 17h56, jeudi 23 février 2023, c'est l'amour de ma vie. Est-ce que dans un an, je ressentirai toujours la même chose? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait que les gens souffrent beaucoup en amour ou en amitié, c'est que les gens aspirent à des relations qui ne changent pas alors que eux-mêmes changent.
Je pense que c'est un peu pareil avec ton storytelling et ton business. Effectivement, je suis pas la même personne qu'il y a un an. Donc, effectivement, mon entreprise, mon personal branding ne va pas être la même, mon histoire ne va pas être la même. Ça, c'est ce que j'apprends aussi à mes clients. Je leur dis, votre histoire change. Parce que vous-même, vous changez, donc votre entreprise va changer. Peut-être que demain, je serai une meuf ultra capitaliste qui en aura rien à foutre parce que j'aurais vécu des trucs, je sais pas, j'aurais mes raisons. Et lorsque tu me diras, alors l'anticapitalisme, je te dirai, c'est fini. Et oui, c'est possible. Moi, je me le souhaite pas, parce que je serais pas très contente de moi, mais c'est possible. Et je pense qu'effectivement, là, je suis en train de changer. J'ai reçu des messages qui me disent, d'ailleurs, ça me fait bizarre de faire ce podcast avec toi parce que c'est ma première, attends, je vais parler comme une rosta, mais c'est ma première prise de parole depuis que j'ai l'impression de changer. Il y a des gens qui me disent, ouais, ton contenu, il est en train de changer, ta façon d'être, elle est en train de changer et tout. Et je pense qu'en fait, là, je suis apaisée. Pour combien de temps, je sais pas. J'ai commencé à être très en colère en 2017 lorsque je suis devenue féministe, très antiraciste et tout. Là, je suis apaisée. Apaisée ou fatiguée, je sais pas trop, mais je pense plutôt apaisée. Et donc, forcément, je change. Mais bien sûr. Et mon persona en storytelling va changer. Je vais moins attirer les personnes. Si je parle plus du tout de féminisme, je vais moins attirer les féministes. Mais c'est CQFD, quoi. Ouais, puis j'aime le voir aussi comme, puis on va en revenir à la littérature parce que ça va faire une belle façon de clore puis d'avoir une espèce de synthèse. Les voix des auteurs, tu sais, comme la maturité, l'œuvre d'un auteur ou son texte ou son style aussi va évoluer au fil du temps, va maturer jusqu'à un certain point, puis ces œuvres de jeunesse ont pas la même couleur que ses œuvres, tu sais, au cours de sa vie. Puis je pense qu'il y a comme quelque chose de beau aussi, ou même, encore une fois, avec les artistes, on voit les différentes périodes à travers lesquelles elles passent, dépendamment, genre, de ce qui ressort. Puis je pense que c'est ici qu'on peut dire, au-delà du marketing, il y a l'œuvre de ce que tu crées, l'œuvre de ta pensée, l'œuvre de ta philosophie. Puis, en tout cas, je trouve ça excitant de voir aussi ces changements que tu désires aussi rendre témoin auprès des autres, puis qu'on puisse, justement, voir tout ça puis l'apprécier de cette façon-là. Ouais, je pense que en tant qu'humain, j'évolue et que si les gens apprécient mon contenu, ils apprécieront mon évolution. Et ce dont tu parles, ça me fait notamment penser à Victor Hugo, qui est dans son recueil Les Contemplations. On voit un petit peu les étapes de sa vie, on voit un petit peu quand il est parti de France, quand il a perdu sa fille. Et en fait, on le voit juste évoluer et grandir. Et les créateurs de contenu sont aussi des êtres humains, les entrepreneurs sont aussi des êtres humains et ils évoluent. Et c'est toujours dans la même lignée, celle de l'authenticité, que de montrer que je suis plus la même. Magnifique. Jasmine, c'était absolument un plaisir de t'avoir, de converser avec toi comme toujours. Merci. Veux-tu nous dire juste où on peut te suivre, te lire? C'est quoi tes plateformes préférées en date d'aujourd'hui, naturellement? Ça peut toujours changer. En date d'aujourd'hui, ça va être LinkedIn. Vous pouvez me retrouver. Ça va être aussi Instagram, où il y a un peu plus d'intimité. Et puis pour recevoir une newsletter une fois par semaine, quand je pense à la faire, voilà, parce qu'au bout d'un moment, parfois je n'arrive pas. Et vous pouvez toujours vous inscrire. Le lien est sur mon LinkedIn. Merci beaucoup. Puis on a hâte de voir les prochaines Tatiana. Évolutions. Merci Tatiana pour l'invitation. Bye. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!